Aujourd'hui, nous allons parler du pire accident en meeting aérien de l'histoire de l'aviation. Le premier mot qui vous vient peut-être en tête, c'est Ramstein. En Allemagne, grand meeting aérien où la patrouille italienne, les Frecce Tricolori, se sont percutés lors d'une présentation face à face, envoyant une boule de feu dans le public sur cette base militaire allemande. Tragédie qui a vacciné, si je puis dire, les Allemands face aux meetings aériens militaires qui sont encore interdits à l'heure actuelle. Eh bien, non. Malheureusement, il y a eu encore pire et c'était le 27 juillet 2002. Malheureusement, il y a eu encore pire et c'était le 27 juillet 2002. Il y a maintenant 22 ans, dans l'est de l'Ukraine, lors du meeting aérien de Sknyliv. Il y avait 10 000 personnes au sol, 545 vont être blessés, 77 vont perdre la vie dans le crash d'un seul avion, un Sukhoi 27 UB, dont l'équipage survivra, mais ira faire un long séjour en prison suite à l'enquête. Allez, on rentre un petit peu dans le détail, juste après en présentation de notre partenaire. Le Sukhoi 27, vous le connaissez bien, c'est le gros chasseur soviétique et forcément, après l'effondrement de l'URSS, il en restait en Ukraine. Le Sukhoi 27 UB, c'est la version biplace qui est là pour l'entraînement des équipages, mais également, pourquoi pas, pour la voltige. Les Ukrainiens ont une patrouille qu'on appelle les Ukrainiens Falcon à l'époque, et le pilote du jour, le commandant de bord, a l'expérience de la démonstration aérienne avec cette équipe qui s'est produite une petite dizaine de fois en meeting aérien. Aujourd'hui néanmoins, il s'agit d'une démonstration solo où le pilote et son copilote vont chercher à montrer les capacités de manœuvre de leur Sukhoi 27, capacités qui sont réputées car c'est un avion très puissant avec deux énormes réacteurs qui vous permettent de monter fort en incidence. Et pour avoir déjà vu un Sukhoi 27 en démonstration au Royaume-Uni, c'est très impressionnant. Ce meeting aérien est là pour le 60e anniversaire du 14e corps aérien ukrainien. Il y a 10 000 personnes au sol et, il faut le dire, les procédures de sécurité et les process n'étaient pas tout à fait les mêmes au début des années 2000, surtout dans les anciens pays de l'Est, que ce que vous pouvez retrouver sur les meetings aériens de nos jours en 2024, par exemple en France ou en Angleterre. La démonstration a lieu peu avant 13 h. Il est 12h52 quand notre Sukhoi 27 se retrouve dans cette configuration assez problématique. Vous le voyez partir en virage, comme ça, il part en virage. Ça part en virage, ça serre, et là ça part vers le bas, et ensuite ça essaye de ressortir dans quelque chose qui ne ressemble, il faut être franc, à aucune figure que vous verrez désormais en meeting aérien. Les phases doivent être bien séquencées, et vous avez cet enchaînement d'une phase où ça serre vers une posture nez vers le bas, mais les ailes pas vraiment à plat. Et ce qu'il faut comprendre avec ces avions de combat, c'est que leur commande de vol, ce qu'elles aiment, c'est les ailes à plat. Vous inclinez l'avion, coup de manche, et après vous tirez. J'incline l'avion, j'incline mon vecteur vitesse, et ensuite je tire. J'incline mon vecteur vitesse,
et je tire. Je ne commence pas à tirer tout en mettant du roulis et après j'arrive vers le bas, je ne suis pas vraiment les ailes à plat, mais je tire. Non, c'est 1, j'oriente mon vecteur vitesse, 2, je viens chercher du facteur de charge. Et c'est là où les avions vont bien vous aider à respecter la trajectoire que vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, ce que l'on voit, c'est que là, l'entrée née vers le bas se fait extrêmement bas. Et nous en avons déjà parlé, car c'est un problème récurrent en meeting, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie, que ce soit même en France ou à bord du Charles de Gaulle lors d'un meeting aérien justement pour les familles avec le Rafale. Eh bien, quand vous partez nez vers le bas, trop bas, il y a un moment, il vous manque la petite marge. Et cette petite marge, c'est exactement ce qui va manquer à notre équipage de Sukhoi 27. Et c'est pour ça qu'ils vont se retrouver à monter en incidence, à tirer sur le manche autant qu'ils peuvent, mais avec l'inertie au niveau des réacteurs. Et en plus, le pilote dira qu'il a un souci au niveau des réacteurs, qu'il ne donne pas la puissance nécessaire. Vous allez vous retrouver avec un avion qui s'enfonce. En plus, avec du gauchissement, avec de l'inclinaison, ce qui veut dire qu'il a plus de traînée, moins de portance, donc ça ne maximise pas sa capacité à remonter, et finalement il vient rechercher les ailes à plat, mais c'est trop tard, ça touche, et ça va finir dans le public. L'équipage s'éjecte, malheureusement, la trajectoire l'amène dans le public. Le général en charge de tout ça va se retrouver limogé. Le chef d'état-major, le ministre de la Défense de son côté va présenter sa démission. Elle sera refusée. Mais l'enquête va révéler que le pilote a enfreint ses ordres de vol, n'a pas respecté le plan d'enchaînement prévu au niveau des figures. Et l'enregistreur de l'avion va même montrer qu'ils sont désorientés. Il y a un échange au sein de l'équipage où ils essayent de savoir exactement où se trouvent les spectateurs. Ils ne sont pas à l'aise avec la zone, ils n'ont pas bien repéré, n'ont pas bien visualisé, préparé mentalement la zone où ils se trouvent, et ça va très très vite. Ça vous fait perdre quelques secondes pour le placement justement de votre vecteur vitesse, et ces secondes s'accumulent, amenant à un impact avec le sol. Au final, le commandant de bord va prendre 14 ans de prison, le copilote 8 ans, et 3 autres militaires prendront également de la prison, un 4 ans et les 2 autres 6 ans. Il leur est reproché de ne pas avoir suivi les ordres, de négligence et de violation des règles de vol. Vous devez vous maintenir à une certaine distance de la foule en permanence. Par exemple, si la foule est ici et que vous arrivez perpendiculaire, en France, c'est 400 mètres. Vous n'avez pas le droit de vous rapprocher à moins de 400 mètres. Et fonction de votre trajectoire, vous avez par exemple 200 mètres ou 100 mètres. Et tout ça est fonction de votre vitesse et votre trajectoire, votre angle d'arrivée par rapport au public. Le commandant de bord a également dû payer l'équivalent de 1,2 million d'euros en réparation aux victimes. Le copilote a également dû débourser de l'argent en réparation aux victimes. Finalement, le copilote sera relâché en 2008. Après 3 ans et demi de prison, le commandant de bord de son côté, lui, ne sera pas gracié plus tôt. Maintenant, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Le commandant de bord, Volodymyr Toponer, avait réclamé un vol d'entraînement avant sa démonstration. À votre avis, quelle fut la réponse de la chaîne hiérarchique? Non. De plus, il a déclaré que lors de son demi-tonneau, il a perdu la poussée au niveau des réacteurs. Et que la poussée n'était pas suffisante et n'était pas celle qu'il attendait et qu'il a donc eu un ennui mécanique. Mais qu'à ce moment-là, il rend compte et qu'on lui dit « continue le vol ». Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les doctrines anciennement soviétiques, le chef du vol est au sol et le pilote n'est qu'un exécutant quasiment micromanagé par les personnes au sol. Dans certaines nations ex-soviétiques, vous aviez même l'ordre d'éjection qui ne pouvait venir que du sol. Vous n'aviez pas la liberté tactique que l'on connaît en tant que pilote occidentaux, où vous êtes seul maître à bord. Ce n'était pas du tout cette philosophie-là chez les soviétiques et ce n'est pas encore entièrement chez les Russes.
La notion de commandement décentralisé est de donner au pilote de la latitude décisionnelle. C'était pas vraiment dans les mœurs à cette époque-là là-bas. Toujours est-il, notre commandant de bord, il a 27 ans d'expérience aéronautique. Comme je vous l'ai dit précédemment, il était chez les Ukrainian Falcons, chez les Faucons ukrainiens, qui avaient 6 MiG-29 et qui volaient entre 1995 jusqu'à 2002. Mais il n'avait emmagasiné qu'environ 2000 heures de vol en 27 ans de carrière, ce qui n'est pas énorme et ce qui montre bien, comparé à nos standards occidentaux, que l'on est très loin des 180 ou à 200 heures par an pour maintenir un pilote en pleine capacité. Et, autre point à noter, vous l'avez vu, son vol d'entraînement a été refusé. De là à dire qu'il a été mis dans une mauvaise posture et que c'était compliqué pour lui, on va pas... L'objectif de cette vidéo n'est absolument pas de lui trouver des excuses, mais de montrer qu'un accident est toujours une succession de différents événements qui passent à travers les filtres. Vous connaissez James Reason et le concept des plaques de et le concept du fromage suisse, où vous avez différentes tranches d'émental, toutes trouées à un certain niveau, et quand un événement arrive à se faufiler à travers tous les trous, vous accédez à l'accident. Le pilote est une de ces tranches de fromage. Ce jour-là, il avait un trou, et nous sommes allés à l'accident. Si son autorité avait autorisé le vol d'entraînement, peut-être, eh bien que l'événement se serait arrêté avant et que nous n'aurions pas eu l'accident. Mais ce qui est important de comprendre quand on est l'opérateur, quand on est le pilote, quand vous conduisez votre voiture, quand vous conduisez votre DR4, quand vous pilotez votre DR400, c'est que vous êtes une de ces plaques de fromage et que si vous n'êtes pas le plus étanche possible, lorsqu'un événement arrive à votre plaque, vous prenez le risque d'aller à l'accident. C'est pour ça que les démonstrateurs français, mais occidentaux de manière générale, font de la musique en avant, font de la préparation mentale. Vous voyez la patrouille de France se préparer. J'ai eu la chance de faire du meeting aérien à 2 avions. C'est pareil, on vient se préchauffer le cerveau, se préparer mentalement en amont, comme un gymnaste, comme un danseur, afin de chauffer le cerveau et de gagner en conscience de la situation, de mieux comprendre les événements quand vous êtes dans l'avion. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller courir un 100 mètres sans échauffement, c'est le même concept. Cette préparation en amont sert directement à la sécurité des vols. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ça sauve des vies. Cet accident est en tout point regrettable, mais soyez-en persuadés, c'est un accident qui est très connu par les présentateurs et qui permet de raligner en permanence les équipes de présentation à l'importance de bien se préparer pour tous les vols évidemment, mais encore plus quand il y a des milliers de personnes au sol. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et fly safe.